Et tout de suite, on ouvre donc la page foot avec Romain Molina. Zidane, but Bonjour. Zinedine Zidane, une inspiration extraordinaire. On a un petit jingle, c'est vrai. Donc bienvenue à toi Romain Molina, donc qui avait avec son livre La Mano Negra dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Écoute, donc on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et bien pour commencer, donc on va faire ça en deux parties comme on s'est organisé. Sur des questions de forme, du coup, donc La Mano Negra, c'est un livre donc qui est comme sous-titré Ces forces obscures qui contrôlent le football mondial. Quels sont pour toi les enjeux de ce livre ? Pourquoi ce livre ? Et surtout, combien de temps la récupération des infos ça t'a pris ? Puisqu'on se doute que ça a été un travail colossal. Ouais, ça a été un travail assez important. Écoute, avant toute chose, j'ai toujours été intéressé par le fait d'expliquer, de comprendre. Ouais. Ça m'intéresse pas de savoir, admettons, pourquoi le résultat est de 2, mais ça m'intéresse toujours de savoir comment on arrive à 2. D'accord. Alors en fait, j'ai toujours été trop curieux à poser la question qui fait toujours un peu chier le professeur. Alors, oui, mais enfin, pourquoi vous avez dit ça ? J'ai toujours été comme ça. Donc La Mano Negra, ça répond de cette curiosité, on va dire, naturelle et enfantine qui m'habite. Ouais. Et après, le temps, c'est très difficile à quantifier parce que, en fait, si j'avais pas fait tout ce travail que j'ai réalisé pendant des années en termes de réseau, en termes de confiance avec les gens, et j'avais pas fait tout ça, j'en serais pas si loin. Et indépendamment de l'investigation, le plus dur, ça n'a même pas été l'investigation des informations. C'est déjà de pas devenir paranoïaque et zinzin. C'est 2, de pas te faire avoir. Et le plus dur, c'est le rapport à autrui. Bien Comment sûr. essayer de comprendre quel mec essaie de me manipuler, pourquoi, le comment. Et en fait, c'est plus le rapport à l'autre qui a été compliqué dans l'investigation que le reste. Après, le livre en soi, c'est 6 mois à peu près. Et le but de ce livre, c'est pas de révéler, moi je suis ni juge ni bourreau, c'est de permettre aux gens d'un peu mieux comprendre. Ouais, c'est quelque chose dont on a parlé un petit peu en off, comme tu disais, Jimmy. Ouais. C'est pas forcément un livre où on sent un jugement, c'est surtout rapporter des faits. Vas-y, Jimmy. C'est ce que je me demandais justement, c'est quel était un peu ton point de vue de tout ça ? Est-ce que c'était vraiment pour être objectif totalement, ou t'avais un regard un peu plus subjectif sur la question Déjà, je ne crois pas en l'objectivité. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, on a tous une sensibilité différente. Maintenant, moi, j'ai essayé d'être le plus neutre possible en amenant les faits, le bon et le mauvais côté. J'étais pas là pour juger, admettons, l'argent. Je me suis dit, il y a business et business. Et quand tu lis le bouquin, tu vois que autant je peux avoir un peu presque de compassion pour certains, notamment l'ami géorgien Badri Patakashvili. Autant il y en a d'autres. La seule fois où vraiment je me suis un peu lâché, c'est sur Boris Berezovski et ses affaires quand il amène des mineurs, etc. Mais je ne prétends pas à l'objectivité. Par contre, je prétends à l'honnêteté. Et c'est déjà pas trop mal. C'est clair. Vous avez une question ? J'avais juste une question. C'est dans une de tes vidéos début 2018 vers février-mars. Donc tu évoques le livre et tu dis que ce domaine, en fait, il est stimulant, fascinant, pathétique, drôle et flippant. Et aujourd'hui, tu penses que c'est quel côté qui prend le dessus là, après ce bouquin ? C'est une bonne question. Parce que c'est plusieurs choses à la fois. Tu sais, depuis que j'ai sorti ce livre, il y a eu pas mal de réactions dans le milieu du foot, etc. Et je vais te donner un indice qui là par contre est flippant, c'est que au week-end dernier, j'ai reçu des gants de moto chez moi. D'accord. Ouais. Il n'y a personne qui a mon adresse quasiment, j'ai même pas de nom de rue. Ah. Il y avait un paquet à mon nom, mon adresse précise, et on m'a envoyé des gants de moto. Donc ça, je vais te dire que ça fait flipper, que tu peux devenir paranoïaque. Tu te dis, mais pourquoi ? Et donc après, il ne faut pas se faire passer pour une victime, ni le justicier masqué que je suis. Mais néanmoins, tu te dis qu'on parle que de foot, et que quelque part, il y a plus d'omerta que dans la voyoucratie, ce qui pose de grandes questions. Mais de l'autre côté, il y a un côté quand même drôle et comique avec tous ces mecs-là. Je vais rester sur le côté autodérision et marrant. Faut toujours rigoler dans la vie. Autrement, on se tire une balle. Exactement. Donc on revient sur toutes les informations que tu as pu récolter. Moi, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que tu as réussi à te limiter ? Parce qu'on se doute, on en parlait en off, on se disait en fait ce livre peut faire 600-700 pages si on creuse vraiment jusqu'au bout l'information. À quel point tu t'es dit, bon ok, là il faut que je m'arrête à ce moment-là, quitte à éventuellement faire un tome 2 plus tard, on y reviendra à la fin de cet entretien, mais à quel moment tu t'es dit, bon, ce que j'ai là, la matière me suffit, j'ai à la fois l'information, je peux la traiter, je peux l'analyser et basta. J'ai jamais pensé ça, parce qu'en fait, tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau. D'accord. Et depuis la publication de La Mano Negra, j'ai plein d'autres faits nouveaux. Et puis j'ai aussi ma progression, j'espère, en tant qu'être humain, pour essayer de mieux comprendre les arcanes, etc.
Mais ça ne s'arrête jamais. Par contre, j'ai dû me limiter parce que mon objectif, c'était que tous les chapitres se suivent et que ça crée vraiment une histoire. Donc, tu dois faire des omissions. Et omettre Paco Casal, alias Paco Mafia, le mania des droits TV en Amérique du Sud, ça a été dur moralement, parce qu'il était parfait, avec ses sicarios et autres. Donc, ça a été le plus dur, ça a été ces choix-là. Maintenant, comme je te dis, c'est en perpétuelle évolution, parce qu'il y a tellement de mystères que... Il y a plein de questions. Par exemple, il y a une question dans le livre que je n'arrive pas à répondre, c'est comment Kia Jorapchian a connu Pini Zahavi. Alors, pour ceux qui ont lu le livre, ils comprendront. Bah, ça, tu vois, c'est un mystère que personne... Enfin, les principaux intéressés le savent, mais c'est un fantasme qui existe depuis 10 ans dans le milieu du foot. Et personne n'a la réponse. Donc ça, est-ce qu'un jour je l'aurai? Et tu vois, au fur et à mesure de l'investigation, tu avais des trucs nouveaux qui venaient. Par exemple, le contrat de Neymar à Paris, je l'ai eu sur la fin. Ouais, bien sûr, ouais, parce que c'est donc, de là. Tu dois un peu intégrer, etc. Mais c'était sympa. C'était sympa à faire. Ouais, bah, par rapport à tes frustrations, donc là tu parlais de Kia Jorapchian, sur la fin du livre, tu dis que tu as essayé de le contacter mais qu'il n'a jamais vraiment répondu, et sur la fin, il t'a répondu enfin, et du coup je voulais savoir si tu as eu des infos supplémentaires, si tu as eu le temps de les exploiter, ou si non, t'as pas du tout répondu. Non, en fait, lui, c'est le seul où j'ai galéré pour le numéro de téléphone. Normalement, les autres, c'est pas très compliqué, mais lui, c'est comme Thierry Henry, t'as l'impression que personne n'a son numéro. Et en fait, quand j'ai eu le numéro, bon, je l'ai contacté directement. Au début, il n'a pas répondu, puis j'ai donné un nom magique, Roy Azim, pour ceux qui ont lu le livre, ils comprendront. Et là, il m'a dit, on va répondre. Puis bon, il l'a pas fait, etc. J'ai un peu insisté, pas trop, j'ai dit ok. Par contre, je sais que le principal associé de Kia a lu le livre, et je sais que ça fait parler chez son entourage, et pas spatialement bien, tu vois. Ok, d'accord. S'il y a une publication anglaise de... Là, par contre, ça risque d'être marrant. C'est pas marrant. C'est clair. Ouais. Si on veut. Ça dit que ça soit marrant. Bah écoutez, si vous avez une question, les gars, on envoie sur le livre. Moi, j'avais une dernière question, c'est comment t'es venu le nom La Mano Negra pour le livre? Alors, je suis fan d'un documentaire qui s'appelle The Two Escobars, qui a été produit par ESPN il y a une dizaine d'années, sur le destin croisé de Pablo Escobar et Andrés Escobar, capitaine de la Colombie, assassiné après le Mondial 94. Et en fait, quand la sélection est dans l'hôtel aux États-Unis, ils reçoivent des menaces par téléphone, si lui il joue, il va mourir, sa famille et tout ça. Et à un moment, dans le documentaire, ils disent « Et qu'il y a una mano negra ». Ok. Ça vient de là. Parce que c'est une expression qui est assez usitée en Colombie et au Venezuela. Et en fait, on voit qu'il y a quelque chose, mais comment le définir exactement? Et je trouvais que c'était assez imagé. Donc, ça représente bien c'est le une livre. expression colombiano-vénézuélienne surtout. Très bien, bah écoutez, on va embrayer sur le livre directement et commencer par quelque chose dont j'ai déjà entendu que tu avais déjà parlé sur d'autres émissions. C'est l'histoire un peu rocambolesque du transfert d'Avi Cohen en 79. Donc son l'agent d'Avi Cohen était donc Pini Zahavi qui constitue un peu le fil rouge de ton livre, et un certain traducteur nommé Reuven Rivlin qui est aujourd'hui le président d'Israël, qui est bien moins connu que Benjamin Netanyahou, mais qui est tout de même le président d'Israël depuis 2014. C'est quand même assez fou. D'une part, la dimension politique des actions de cet homme-là qui est Zahavi, et aussi assez fou que, tu le dis aussi souvent, que quelqu'un comme Pini Zahavi soit dans le monde du football depuis 40 ans et qu'on le connaisse, en France du moins, que depuis le transfert de Neymar pratiquement, au PSG. Je vais te donner une anecdote que j'avais pas au moment du livre. Ouais. Tu vois, je l'ai appris récemment, elle est véridique. Il y a 10 ans, Pini Zahavi l'appelle Alain Roche, alors directeur sportif du PSG. Ouais, d'accord, ouais. Ah, il fait Pini Zahavi. Ouh, qui ça? Déjà, Roche connaissait pas, alors que le mec c'était le patron du game déjà. Ouais, d'accord. Et là, il lui propose Gonzalo Higuaín, qui à l'époque était à River. Ah oui. Et au bout de 10 minutes, Roche il fait non, c'est bon, quoi. En mode vous êtes un rigolo, quoi. Et donc Zahavi, des fois, la raconte en rigolant. Il dit avant, au PSG, on me connaît pas, mais t'inquiète pas que maintenant ils me connaissent bien. Donc ça prouve une méconnaissance assez incroyable du football français. Évidemment. Et la deuxième chose, c'est que, je le mets dans le livre, les experts, c'est comme les bébés, ça naît des choux, dans le bec d'une cigogne ou en regardant des vidéos sur YouTube. Et maintenant, tout le monde parle de ce mec, alors la plupart des gens n'ont aucune idée de qui il est réellement. Et ça, même le concept de super agent, je vois tout le monde en parler maintenant, ça me fait marrer. Ouais. Mais oui, il a des connexions politiques dingues. Je veux dire, là par contre, je sais qu'il va voir souvent le président de Chypre. Il emmène même ses enfants. Mais quand t'emmènes tes enfants voir quelqu'un, c'est que c'est ton pote. Alors question, qu'est-ce qu'un agent de foot va aller faire des pique-niques à Limassol avec le président de Chypre? C'est génial, comme ça, c'est une nouvelle histoire. Ouais. Pique-nique à Limassol, starring le président de Chypre. Génial. Tu vois ça va faire.
Ouais, moi, je voulais revenir sur le concept de super agent. Là, tu l'as un peu évoqué. Donc, j'ai fait un mix un peu de ce que tu dis dans tes vidéos et dans le livre. Donc, j'en ai fait une petite définition. Donc, c'est un homme qui cumule les rôles d'agent de joueur, d'agent d'entraîneur, pourquoi pas, de consultant du club, d'investisseur étranger, plus des activités périphériques comme de sponsoring ou de droits de télé, ou alors en plus politique comme Berezovski, Zahavi et tout. Aujourd'hui, des super agents dans le monde du football, il y en a combien à part Zahavi? Zahavi, Jorabchian, Ramadani, qui est le successeur de Zahavi, Mendes, Jonathan Barnett, qu'on pourrait ajouter, c'est le Stellar Group, c'est super important. Paco Casal en Amérique du Sud. Déjà eux. Ouais. Je te dirais eux. Et Juan Figuer aujourd'hui dans le foot. Niveau mondial, eux. Ouais, Juan Figuer aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Rayola, il n'en fait pas partie. Alors que pourtant c'est un des francophone agents. évidemment. Ouais, bien sûr. Et alors que Raiola, c'est l'ultra médiatisme incarné quoi. En France, on parle que de Raiola et de Jorge Mendes. Ça prouve justement l'intérêt de l'intérêt. Ce sont des deal makers. Oui. C'est eux qui font beaucoup de deals, surtout Mendes. C'est eux qui vont gagner des millions et des millions, soit qui vont s'occuper des stars. Mais c'est pas eux qui ont créé le système. Oui, d'accord, ok. Ils profitent du fait qu'il y a des gens qui ont inventé ce système-là. Et eux, ils se cantonnent surtout au terrain. Alors Mendes a une dimension, c'est vrai, avec conseiller des présidents, des investisseurs. Mais l'empire Mendes est en chute libre. Là, je vais te dire qu'à Monaco, quand le club va être repris, c'est fini pour lui. Au PSG, on lui en veut pour ce qu'il a fait cet été vis-à-vis de Guedes. Au Real, il n'a plus aucun joueur. En Chine, il a eu un gros problème cet été. Alors même s'il est très puissant, il a vraiment perdu. Et moi, je te dis que l'empire Mendes chutera tôt ou tard. Et qui va mettre tout le monde d'accord, c'est Fali Ramadani, un agent albanais. Il les met déjà tous au garde à vous et t'inquiète pas que ça va continuer. Donc c'est le fils de Zahavi. Rajoute Luciano Donofrio également dans les super agents. C'est peut-être aujourd'hui le directeur du club d'Antwerp en Belgique en D1, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait exactement, Luciano. Donc rajoute-le dans les super agents depuis 30 ans, le mec, il est au carrefour de tous les trucs. C'est assez flippant en effet. Est-ce que pour le coup, pour être un super agent, il faut avoir une certaine discrétion auprès du grand public, parce que les noms qu'on connaît, les Raiola, les Mendes, sont connus par tout le monde et on a l'impression que c'est eux les plus influents. Est-ce que pour avoir une réelle emprise à la fois sportive et politique, il faut avoir cette discrétion-là absolument? Ça aide. Un bon business, c'est un business qui reste discret. Maintenant, Mendes n'est pas si discret que ça, les autres, oui. Les autres partagent tous cette discrétion et sont inspirés des pionniers qui étaient très discrets également. Maintenant, tu peux être un super agent assez médiatique, mais au bout d'un moment, il y a la patrouille qui va te rattraper. Et c'est ce qui arrive dans le cas de Mendes. Ouais, c'est justement la relance que j'avais envie de faire. Dans le livre, donc tu parles des fameuses conversations nocturnes avec Pini Zahavi sur WhatsApp. C'est quelque chose que je trouve quand même assez marrant, même si bon, forcément, les conversations sont téléphoniques la plupart du temps. Ça a été l'une de tes principales cibles dans le livre. Et qu'est-ce que ça a éveillé en toi d'un premier abord? C'est une question que se posait Antoine. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu étais excité parce que tu t'es dit que là, tu allais avoir une banque d'informations intéressante pour ton livre? Est-ce que tu pensais tomber sur un discours un peu plus assez aseptisé et qu'au final, tu n'aurais à l'inverse pas beaucoup d'informations? Ou est-ce que tu as pris ça un peu second degré? Comment tu l'as vécu ce moment assez fort au final? En fait, quand je l'ai contacté, déjà avant, j'avais contacté tout son entourage, tellement de gens qui avaient travaillé avec lui. Donc je savais pertinemment qu'il savait déjà tout le monde. Parce que tous les mecs lui en ont parlé, je m'en fous. Donc moi, je l'ai contacté avec notamment cette information de son visa pour l'URSS en 1980. Premier Israélien non communiste à l'avoir suite à la rupture des relations diplomatiques entre Israël et l'URSS après la guerre des 6 jours. Donc déjà, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui le contactent pour ce genre de truc. Et vu que j'étais transparent et assez cash, bon, j'ai dit, tu vas y aller. Le seul moment où il m'a mis une suée quand même, c'est qu'au même moment, il est à Barcelone avec Kia Jorabchian pour le transfert de Willian, qui va pas se faire finalement. Ouais. Et donc le mec a autre chose à faire que me répondre. Et là, je vois écrire un message sur WhatsApp. Passe 2 minutes, écris un message. Passe 5 minutes, passe 8 minutes. Et là, tu te dis, là, en train d'écrire quoi? Ouais. Et ben en fait, juste avant, peut-être la semaine d'avant, on m'avait remis sur écoute et j'avais eu des menaces ailleurs, ça n'a rien à voir avec lui. Donc bon, t'étais déjà un petit peu paranoïaque, tu vois. Ouais, il arrive 10 minutes et il me répond tranquillement. Après, il y a une seule fois, il me dit, bon, je te suggère de bien faire attention à ce que tu vas écrire. Mais sinon, il est charmeur, t'as l'impression que c'est K dans le livre de la jungle, tu sais, le serpent. Ouais, bien sûr. De 5 minutes, il t'a embobiné, ce qu'il ne connaît pas. Mais toujours très charmeur, gentil. Je pensais pas qu'il allait répondre autant, et ça surprend beaucoup de gens dans le milieu. Pourquoi il me répond autant? Alors lui, il a ses raisons, et il sait déjà la sauce à laquelle il m'a mangé, et il va me manger. Moi, je ne le sais pas, même si j'ai bien une idée.
Mais écoute, on continue à parler de temps en temps. On a parlé il y a quelques jours d'ailleurs. Mais ce qui est assez marrant, c'est que je connais pas mal de journalistes à qui il ne répond pas du tout. Et des mecs bien plus importants que moi. Et moi, il me répond toujours. C'est cool. C'est bon. Ouais. Des conversations nocturnes, quoi. Ouais, exactement. Les gars, Mais brave question. Bah, j'avais fait un peu un point des personnages principaux parce qu'on peut parler de personnages dans le livre. Donc côté Est, on va dire, on va parler sur des ouais, c'est ça, thèmes c'est de comme les conférences. conférences NBA. c'est Côté pareil. Est, on va plutôt parler Abramovich, Berezovski, qui m'ont paru assez importants dans le livre, et il y a des histoires assez drôles, enfin drôles, je sais pas si c'est drôle, mais et puis également Badri, ce fameux géorgien. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans ton livre, souvent, en fait, limite, on a l'impression qu'ils se sont croisés à un carrefour de rue. Mais comment ces gars, ils sont amenés à se rencontrer? En fait, c'est assez fou. Il y a, en fait, le monde des oligarques doit être assez petit pour se rencontrer, mais on a vraiment l'impression qu'ils se sont juste croisés à un coin de rue et que voilà, ils ont fait du bis. Ouais. Là, c'est surréaliste, hein. Comme tu dis, ce sont des personnages. Hein. T'as l'impression qu'ils sortent d'une série hollywoodienne ou de Bombay. Et non, ils sont bien réels. Après tous ce petit circuit-là, parce que c'est vraiment un petit groupe de personnages, ils se connaissent tous plus ou moins. Et un des points centraux, c'est Pini Zahavi. Il les connaît tous. À un moment donné, même s'il limite ses connexions politiques, il les connaît tous. Là, dans le cas des mecs de l'Est, ils ont tous connu un jour ou l'autre Boris Berezovski, qui était le parrain du Kremlin, et l'éminence grise de Boris Eltsine dans la Russie des années 90 post-URSS. C'était le kingmaker, le faiseur de roi, pourquoi pas de tsar même. Et c'est vrai que lui, c'est lui qui forme Abramovich, c'est lui qui est en partenariat avec l'homme le plus riche de Géorgie, et également l'homme qui avait les plus belles moustaches de Géorgie. Vous avez quand même à regarder une photo de Badri. Oui. Ce ne sont pas des moustaches, hein, c'est un guidon de vélo. Le Robin des Bois géorgien, l'homme qui vole aux Russes pour donner aux Géorgiens en prenant une partie. J'adore ce surnom. Donc oui, ils sont tous croisés à un moment donné, parce que les gens dont je parle, c'est vraiment un cercle très restreint et des gens très très importants. Sûr. Donc oui, t'as l'impression que ça sort de nulle part, des fois ils se croisent, puis 3 ans après, c'est Abramovich, c'est son histoire. Aucun diplôme, il commence, déjà il est orphelin à 2 ans et demi, c'est une histoire assez tragique, il commence en confectionnant des canards en plastique dans son 2 pièces moscovite, sa première femme, et 3 ans plus tard, c'est le 2e plus gros trader de pétrole en Russie. Mais what? Ouais, Tu passes pas de vendeur de canards en plastoc à trader de pétrole. Il y a des étapes, quoi. On va trouver les étapes, hein. Et voilà, justement, je voulais savoir si... Un des mecs qui connaissait les étapes, je tiens à signaler, c'est Stephen Curtis, l'avocat du diable, mais bon, il est mort. Accident d'hélicoptère. C'est pas ce dont tu allais parler. C'est incroyable le nombre d'accidents. Ouais, justement, je voulais savoir ce qui s'est passé entre 91 et 96 du côté d'Abramovich pour qu'il soit passé de vendeur de jouets à oligarque, un des oligarques les plus puissants de Russie, quoi. Personne, à part Curtis, avait de pistes ou quoi. T'as des gens qui connaissent la vérité, mais alors ils ne parleront jamais. Maintenant, honnêtement, autant Berezovski, on était dans la grande criminalité, autant Abramovich, non. Ouais. Abramovich était son élève. Je rappelle qu'Abramovich a dû payer après 1,5 milliard de Krisha. Ouais. Krisha, ça veut dire un toit en russe, mais en fait, c'est la protection physique et politique. Okay. À cet homme, Boris Berezovski. Quand tu dois payer 1,5 milliard à un mec, c'est que vraiment, tu as dû être protégé. Tu en avais besoin. Maintenant, dans cette Russie post-URSS, il n'y a pas un seul homme d'affaires qui n'a pas mis les mains dans le cambouis. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas une garde à vue, truc en prison, tentative d'assassinat ou autre. Et Abramovich, je ne fais pas exception à ça. Et justement, étant donné qu'il y a des types dont tu parles qui sont obligés de payer 1,5 milliard pour se protéger, étant donné tout l'enjeu politique qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te dire « je vais me mettre là-dedans, je vais vouloir le raconter » parce que ça a forcément, oui, un rapport avec le sportif. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'infiltrer toutes ces sphères qui nous paraissent inaccessibles pour les montrer aux yeux du grand public? Le Brazilian Football Project, c'est ça qui m'a... Alors, le Brazilian Football Project, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand notre homme le plus riche de Géorgie, Boris Berezovski, sont allés investir à Corinthians, un club de Sao Paulo, et déjà ils sont quasiment tous morts, les mecs. C'est quand même assez incroyable. Et donc en fait c'est là. C'est parce que je pense que c'est une des plus grosses escroqueries et un des scénarios les plus dingues que j'ai jamais vu de ma vie. Ils ont inventé des Asas, les Asas en Géorgie qui n'existent pas. C'est les mecs ils sont morts. L'autre il y a Scotland Yard qui lui dit oui monsieur faut arrêter de prendre du Viagra, on va vous empoisonner le Viagra. Mais dans quel genre de vie tu as ça? C'est le Brazilian Football Project qui m'a motivé. Et je pense que c'est une des histoires les plus surréalistes que j'ai pu voir ou lire de ma vie depuis que je suis né.
Enfin, ceux qui l'ont lu, je pense, confirmeront. C'est improbable ce qui s'est passé. C'est assez clair. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale entre-temps pour enchaîner sur la deuxième partie après? Comme ça, on se pose tous 2 minutes et puis on repart pour la deuxième partie de cet entretien avec toi, Romain, et qu'on remercie une nouvelle fois d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ton livre La Mano Negra. On lance tout de suite la petite pause musicale et on se retrouve dans 2 minutes pour continuer cette interview. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao ciao. Rouge, Zidane, but de Zinedine Zidane, une inspiration extraordinaire.